Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Donc une petite vidéo aussi, j'ai sélectionné des questions auxquelles je vais répondre pendant cette vidéo-là. Encore une fois, toujours la contrainte du timing, les amis. On a du mal à respecter le timing parce qu'on veut donner toujours de plus en plus de réponses, de plus en plus de formations pour faire profiter tout le monde et on ne respecte pas le timing. Donc l'idéal, c'est qu'on puisse respecter 30 minutes sur ce genre de vidéo. Soyez juste patients les amis, je sais que vous êtes nombreux à me poser beaucoup de questions, vous me réclamez des vidéos réponses. Le problème c'est que je ne peux pas faire que ça, je ne peux pas faire que des vidéos réponses, sinon la chaîne va plus se transformer en fait en conseil permanent au lieu de faire des démonstrations, au lieu de faire des cours sur des mutations, des pathologies ou des démonstrations. Bon les amis, juste pour raccourcir, je tiens aussi à remercier les gens ou les youtubeurs qui reprennent les sujets de cette chaîne-là. Donc il y a certains sujets qui n'ont été abordés et traités sur YouTube que sur cette chaîne-là. Donc je prends mes propres responsabilités. Donc ce sont mes notes pendant les conférences, pendant les réunions et pendant les visites avec ou les échanges avec des juges ou avec certains éleveurs. Donc je remercie les gens qui ont créé des chaînes qui reprennent ces sujets-là et qui les traduisent en toute autre langue. J'ai vu une en espagnol, une en italien et on m'a poussé une en arabe. Donc voilà, donc je tiens sincèrement, même si on ne m'a pas prévenu, je tiens sincèrement à remercier ces gens-là parce que je vais regarder ce qui nous rassemble. Donc ils veulent aussi partager des informations en d'autres langues et je pense, au nom des gens qui ne comprennent pas le français, je tiens à remercier ces gens-là d'avoir fait ce pas-là. Donc tout d'abord, le premier sujet que j'ai sélectionné pour vous les amis, c'est toujours les achats. Donc c'est un sujet, vous voyez que ça fait 2 fois qu'on répond sur les achats, mais il y a tellement de réponses et les gens ils paniquent, plus on se rapproche de la période de reproduction et plus les gens commencent à acheter. Donc je vous ai déjà donné un conseil les amis en novembre, je me rappelle, je vous ai dit n'attendez pas le mois de janvier pour acheter vos mutations. Les chardonnerets, on les achète après la nue, donc entre septembre, les derniers, les retardataires en mois de décembre. Pourquoi? Pour 2 grosses raisons. Il y a une vingtaine de raisons, mais je vais juste vous en donner 2. Premièrement, pour que les oiseaux aient le temps de s'habituer à vous, s'habituer à leur nouvel entourage, environnement, leur nouvelle maison, leur nouveau maître. Voilà, les bruits sont différents d'un élevage à un autre, les conditions sont différentes, les températures, etc. La lumière aussi, la luminosité, les marques de graines. Donc voilà, il faut que les oiseaux aient le temps de s'adapter petit à petit à vos techniques, le temps d'arriver à la période en fait de reproduction sans le moindre impact. Deuxième chose les amis, c'est au mois de janvier, on commence déjà la préparation. Donc si vous les achetez au mois de janvier, c'est qu'il va vous manquer un morceau. Et autant vous avez pris du retard pour les acheter, autant il va falloir décaler votre période de reproduction. Et je ne suis pas sûr que ceux qui achètent à la dernière minute, ils vont tolérer de décaler en fait la période de reproduction. Donc ça veut dire que vous allez lancer vos coupes en reproduction sans une préparation complète et c'est du gros risque. C'est de là où viennent les points noirs, c'est de là où viennent la plupart des problèmes pathologiques qu'on retrouve pendant la saison de reproduction chez certains éleveurs. Donc, l'une des questions qui s'est posée plusieurs fois, en fait, il y a des gens du Sud qui me demandent, en fait, ils veulent se lancer dans la mutation, mais est-ce que la mutation chante, est-ce qu'ils peuvent les écoler, etc. Les amis, on est sur deux compétitions différentes. Le chardonneret mutation, c'est un oiseau de posture et de couleur. Vous n'allez pas le faire rentrer en fait dans une compétition de chant avec un parva comme le fait la plupart des éleveurs en Espagne. Il y avait aussi à l'époque les Italiens, mais aujourd'hui les Italiens ils sont plus convertis en posture et chez le chardonneret majeur, je parle toujours, en posture et en couleur. Donc non, un chardonneret majeur ne va, ou sibérien autrement dit, parce qu'ils sont plus ou moins tous des élégants, mais les élégants de l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud, donc je parle d'Espagne, Italie, Maroc, Algérie, Tunisie, eux ils ont des petites tailles qu'on appelle le parva.
Donc ça, c'est le chardonnay qui chantait le mieux. Aujourd'hui, il y a des Italiens, des Espagnols qui ont réussi à faire des mutations. Mais encore une fois, quand on fait des mutations, l'objectif, c'est pas de faire chanter une mutation, c'est d'avoir des oiseaux qui posent bien sur le perchoir avec des beaux plumages, de belles couleurs, des beaux contrastes. Par contre, avant, oui, avant, on élevait les chardonnerets sauvages. À l'époque où il y avait des tondeurs, aujourd'hui, les tentes, elles sont interdites. Je pense en Slovaquie, c'est toujours légal. Mais avant, en France et en Espagne, il y avait toujours cette activité. Il y avait des tendeurs. Ils tendaient des filets pour attraper les chardonnerets. Ils les adaptaient dans les cages pour en faire des bons chanteurs parce qu'ils avaient ça dans le gène, en fait, dans leur sang. Ils avaient la capacité à chanter, à reproduire du son qu'on entend dans les forêts et dans les bois. Aujourd'hui, les chardonnerets majeurs, les chardonnerets en mutation, ils sont plus destinés à poser que à chanter. Donc, les gens qui veulent s'acheter des oiseaux à chanter, le major n'est pas fait pour ça. Il va chanter, mais il va plus chanter un chant. Il y a quelques notes spécifiques au chardonneret, mais il va plutôt faire des notes de canari. Je ne suis pas spécialiste des chants, les amis, mais je sais que le major n'arrivera jamais à chanter un chant d'un pur parva, peu importe que vous l'écolez ou pas, parce qu'il a été nourri par ses parents majors ou par des canaris, ou voilà, il y a tellement de raisons pour pas qu'un major... Il n'est pas fait pour ça, tout simplement. Vous voulez des oiseaux chanteurs, vous avez le Mozambique, vous avez des tarins qui ont un chant un peu métallique, un peu plus fort, mais si vous voulez vous rapprocher du chant du parva, il faut prendre des parvas en mutation et encore une fois, on a créé des mutations pour créer un autre domaine que le chant qui est la beauté, la posture et la couleur. Donc voilà, donc n'attendez pas les gens qui achètent du major en mutation pour espérer qu'ils chantent comme un parva, n'attendez pas ça d'une mutation sibérienne les amis. Deuxième type de question toujours qui concerne les achats, certains me disent moi je veux me lancer mais je ne sais pas, est-ce que j'achète un mâle ou un couple ou deux couples ou trois couples. Les amis, tout dépend de votre expérience et tout dépend de votre budget, tout dépend de vos installations. Moi, ce que je vous dis, c'est que ne vous lancez pas dans l'achat de plusieurs mutations si vous avez le budget et ces moyens-là, sans avoir préparé votre local, les amis. Parce que pourquoi? Ça va vous déranger, vous, et vous allez les déranger. Moi, j'ai rendu visite à des éleveurs de petite taille, des débutants pour les aider l'année dernière et l'année d'avant, pendant le Covid, parce que les réunions avec les clubs s'étaient limitées et les gens qui se sont engagés dans des clubs, il faut un minimum de conseils, et pour les conseils, il faut regarder en fait les erreurs qu'ils font directement. Et donc du coup, l'une des erreurs que j'ai remarquées, c'est qu'il y a des gens, ils n'ont pas de local, ils n'ont pas en fait de volière, ils n'ont pas de pièces spéciales alors qu'ils veulent faire de l'élevage. En fait, c'est pas un couple ou deux couples, c'est plusieurs couples de mutations avec associés plusieurs couples de canaris. Donc en termes de couples d'oiseaux, ils sont prêts, mais en termes d'environnement, le chardonnay il fait très attention à son environnement. C'est pas un canari peut reproduire dans une cuisine. J'ai vu même des débutants mettre des oiseaux de Mozambique, de Canaries, des oiseaux exotiques dans leur douche, les amis. Et je vous promets, c'était pas un oiseau ou deux, c'était plusieurs couples à Paris. À Paris, j'ai vu un débutant, je m'étais déplacé chez lui parce qu'il avait un problème chez ses serins de Mozambique. Il avait plusieurs batteries d'élevage d'oiseaux exotiques, de Canaries et de Mozambique, serins de Mozambique, dans sa douche. J'ai dit, quand vous prenez la douche, la vapeur, il me dit, oh non, c'est bon pour les œufs. Donc voilà, juste pour vous dire, j'ai vu aussi des oiseaux alignés dans des salons, salles à manger, cuisine, couloirs, machin. Les amis, ça c'est des oiseaux qui sont ultra délicats dans l'élevage. Il ne faut pas s'étonner que la saison passe et on n'a pas récupéré de jeunes parce que les oiseaux ne sont pas tranquilles. Donc avant de vous lancer dans plusieurs couples de chardonnay à mutation et de canaries, assurez-vous que vous avez l'environnement, la tranquillité, une pièce. Même si la pièce elle fait 2 mètres carrés, c'est déjà une pièce à eux qui est fermée, ils ont leur éclairage. Il faut juste faire attention au bruit. Les bruits de la maison, il ne faut pas que ça les dérange. Et vous aussi, parce que ça risque de vous déranger quand vous faites du télétravail ou quand vous regardez la télé, quand vous faites votre vie. Voilà, donc c'est un respect mutuel. Il faut respecter l'animal en le mettant dans une salle adaptée pour lui. Une autre question qu'il s'agit
De l'oiseau, oui. Les gens, donc juste un petit conseil, donc j'en ai déjà parlé, c'est pour ça que je voulais pas que les gens achètent des chardonnays mutation après le mois de décembre. Faites attention parce qu'il y a des gens qui ont travaillé l'hiver, donc ils ont fait travailler leur couple de canaries, de chardonnay et autres. Les perruches, moi quand j'avais les perruches l'année dernière, je les ai travaillées novembre et décembre. Et après, je les vends en janvier. Mais je les vends en janvier en disant qu'ils ont reproduit. Soit vous continuez à les reproduire, soit la saison est terminée pour eux. Mais tout le monde ne fait pas ça, tout le monde n'est pas honnête et tout le monde ne pense pas au bien-être des oiseaux. Il y a certains qui vont penser à l'argent, donc ils vont travailler novembre ou décembre parce que oui, on peut avec l'éclairage, avec les vitamines, on peut faire travailler le major aussi en novembre et en décembre à la sortie de la mue. Mais ils feront rarement 3 tours ou même 2 tours. Ils sont encore fatigués, ils vont faire un bon premier tour et après ils vont fatiguer. Et donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire, les malhonnêtes? Ils vont faire novembre, décembre, ils vont les faire reproduire, après ils vont les vendre. Donc méfiez-vous, ne tombez pas sur ces cas-là, et c'est pour ça d'où tout l'intérêt d'avoir acheté vos oiseaux en novembre et en décembre plutôt que d'attendre le mois de janvier et février. Plus vous attendez, plus vous prenez un risque sur les conditions de vos oiseaux et sur l'achat des oiseaux qui ont potentiellement travaillé en hiver. Donc voilà en ce qui concerne les achats. J'ai un deuxième sujet, c'est l'alimentation. Donc vous avez vu que la dernière vidéo, j'avais présenté 4 produits. Donc un produit en remplacement du vinaigre de cidre. Donc il est juste un peu plus complet et mieux que le vinaigre de cidre vu sa composition en 4 acides. Il y a un deuxième produit système respiratoire, le Branx que vous connaissez. Un purifiant, le Premium Oil, et il y avait le Betacol que j'utilise toute l'année. Donc les amis, je reviens aussi sur l'explication de ces produits. Il faut distinguer, parce qu'il y avait des gens qui posaient des questions, tout à fait légitimes. En fait, le fait de voir ces produits-là, ça peut faire peur aux gens qui veulent se lancer dans le chardonnay mutation en pensant que c'est systématique. Ce n'est pas systématique, les amis. Les compléments alimentaires, nous, les éleveurs, en fait, on apporte ou on présente des compléments alimentaires à nos chardonnays mutation histoire de remplacer ou de pallier à des substances que le chardonnay sibérien il avait dans sa nature mais qu'il n'aura pas ni dans les graines ni dans la pâtée quand il s'agit d'un élevage en captivité. Encore une fois, en fait, c'est le juste équilibre dont je parle souvent. Voilà, les compléments alimentaires ne sont là que juste pour remplacer, parce que on connaît pas en fait quand on donne un mélange de graines ou de la pâtée, on connaît pas exactement ce qui va manquer. Et donc pour apporter cet équilibre et éviter des carences à nos oiseaux, on va compléter par des compléments alimentaires. Et encore une fois, les compléments alimentaires, ce sont des produits testés, certifiés, mis sur le marché, contrairement aux recettes naturelles. Donc moi, avant, j'étais recette naturelle, mais le problème des recettes naturelles, c'est qu'on ne maîtrise pas les posologies, on ne maîtrise pas les dosages. Un gros citron ne va pas donner, en fait, une formule ou une recette avec un gros citron ne va pas donner la même chose qu'avec un petit citron. Une grosse gousse d'ail ne va pas donner le même dosage qu'une petite gousse d'ail. C'est toute la difficulté des recettes maison, c'est qu'il n'y a pas de posologie. On peut décaper l'oiseau comme ça peut ne pas être suffisant. Et moi, j'ai préféré les compléments alimentaires depuis 9 ans. Donc, ça fait 9 ans que en fait, je présente les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, c'est pas un médicament, les amis. Complément alimentaire, comme le nom l'indique, c'est un complément en nutrition, en vitamines, pour éviter les carences et pour compléter, en fait, toute la panoplie que l'oiseau il aura naturellement dans son milieu naturel. Et donc, du coup, il y a 9 ans que je me suis lancé, je me suis posé les mêmes questions que vous. Est-ce que j'avais commencé par le probi-enzyme à l'époque? Le probi-enzyme, j'étais pas chaud, machin. Finalement, je l'ai utilisé une fois et j'ai remarqué une amélioration. Donc, les compléments alimentaires, je vous parle des compléments alimentaires des marques connues. Donc, je ne vous parle pas des compléments alimentaires des marques, des sous-marques espagnoles, des sous-marques italiennes que je connais pas. Il y a des marques espagnoles qui sont connues, il y a des marques italiennes qui sont connues, et moi, je parle de ces marques-là. Donc, vous avez vu que je suis plutôt Red, Versellaga, Vibrac, Orlux, voilà, ces produits-là, ce sont les produits qu'on a le plus et qui ont fait leurs épreuves chez plusieurs éleveurs avant.
Et donc voilà, juste distinguer compléments alimentaires et médicaments, c'est deux choses différentes. Et les compléments alimentaires, c'est une sécurité. Déjà, c'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir des chardonnays majeurs, mais en présentant les graines, la pâtée, les douches, c'est suffisant. Mais pour atteindre des résultats optimum, en fait, nous, les éleveurs ou certains éleveurs, ont recours à ces compléments alimentaires pour, premièrement, éviter s'il y a une carence sans qu'on la sache, parce que personne ne maîtrise exactement toutes les vitamines. On ne connaît pas toutes les vitamines qu'on a dans nos pâtés, on ne connaît pas toutes les vitamines qu'on a dans les graines. S'il manque une vitamine ou quelques vitamines pendant un mois, l'oiseau il va rentrer en carence. Donc pour éviter ça, les compléments alimentaires ils sont là pour un peu équilibrer et éviter les carences. Après, c'est un choix, encore une fois. Comme les antibiotiques, il y a des oiseaux qui vont donner des antibiotiques comme étant du préventif, or que c'est faux, et j'ai toujours dénoncé cette pratique-là. Les antibiotiques, c'est quand l'oiseau il est malade. Mais il y a des éleveurs aujourd'hui qui ont pris cette solution facile, encore une fois, qui fragilise le système immunitaire des oiseaux, mais qui leur garantit que les oiseaux vont pas mourir à cause d'une bactérie ou d'un parasite. Donc ça, c'est un choix. Les compléments alimentaires, c'est un choix. Et le naturel, c'est un autre choix. Encore une fois, le complément alimentaire, c'est le juste équilibre et c'est quelque chose que moi, je favorise dans mon élevage. Sachant que j'étais plus naturel, j'ai encore plus d'une trentaine de recettes. Tout ce que vous voulez, pâté, chaque antibiotique à l'époque, je notais les recettes pour retomber sur un antibiotique remplaçant à l'époque de l'ESB30 machin, mais ça donne pas le même résultat, c'est pas certifié, cliniquement n'est pas testé. Et en plus de ça, on maîtrise pas les doses. Donc c'est tout le danger des préparations naturelles. Donc quand on mélange l'origan avec du gingembre, avec du citron, avec de l'ail, avec les amis, le mélange il est encore plus dangereux que du Baitrine. En plus il n'est pas testé et chaque préparation, chaque éleveur il va sortir une formule différente parce que déjà les produits ne sont pas tous pareils et la taille des produits va donner une concentration de mélange final différent. Donc ça c'est juste entre parenthèses. Donc oui, quand on sait utiliser les produits naturels, pourquoi pas, mais les compléments alimentaires, ils ont fait leurs preuves. Et après, c'est un choix. Vous pouvez prendre, par exemple, que 2 compléments alimentaires toute l'année. Moi, par exemple, la choline, c'est toute l'année. Voilà, le Fertivite, c'est uniquement pendant la reproduction suivant des échelons. Les 4 produits que je vous ai montrés la dernière vidéo, ça c'est que pendant le mois de janvier, donc n'allez pas penser que c'est toute l'année. Comme je l'ai expliqué, c'est pendant la purification qui va durer le mois de janvier. Donc les 4 produits, n'ayez pas peur des 4 produits de cette vidéo. Au contraire, il faut dire voilà, on a appris des choses, on a détaillé les produits. Et je vous ai expliqué que c'est que le mois de janvier et ça va me faire gagner des choses sur la période suivante. Ça veut dire la moindre vitamine que je vais administrer en petite dose va donner des meilleurs effets. Ça va être pareil chez un éleveur mais qui donne par exemple du Fertivite tous les jours. Mais vous allez voir que pendant la préparation, moi le Fertivite je vais le donner 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Mais j'aurai un résultat aussi bon que quelqu'un qui donne du Fertivite tous les jours sans que je change en fait mon dosage. Parce que la personne qui donne du Fertivite tous les jours, à un moment donné, elle sera obligée de passer au Nectone E ou elle sera obligée d'augmenter les doses du Fertivite pour voir un effet de bord sur les oiseaux. Sinon, ça ne marche pas, les hormones vont devenir normaux chez les oiseaux. Donc ensuite, les maladies, les amis, vous êtes nombreux qui me contactez de plus en plus. Donc pour moi, la période où les oiseaux tombent malades, c'est début de la mue jusqu'à la fin de la mue. Donc tous les ans c'est pareil. Par contre là je remarque que cette année bizarrement, je ne sais pas est-ce que c'est avec la chaîne, la nouvelle chaîne, mais avant j'étais aussi sollicité par des amis de club et d'autres de mon cercle d'élevage de mutation. Et cette année j'ai remarqué qu'il y a 4 fois plus de problèmes chez les gens. Et la plupart des gens qui m'appellent, en fait, c'est parce qu'ils ont testé 1 recette, 2 recettes, 3 recettes, ça n'a pas fonctionné, ils vont m'écrire sur la chaîne. Les amis, il faut savoir que quand vous voulez jouer au chat et à la souris avec une bactérie ou avec un parasite, c'est le plus gros danger de diagnostiquer vous-même les oiseaux. Donc je m'adresse aux débutants, pas à ceux qui connaissent un minimum de choses. Il y a des gens qui m'ont contacté
suite à leurs 3 tentations de sauver l'oiseau, ça n'a pas marché, 3 formules. Après, les mélanges, je ne vais pas vous donner aussi les noms des produits qu'ils ont utilisés, des produits pharmaceutiques. Ce n'est pas des compléments alimentaires. Après, en fait, quand il s'agit d'un premier traitement, un deuxième traitement, un troisième traitement, ça ne sert à rien d'aller voir le vétérinaire, ça ne sert à rien d'aller voir un laboratoire. Pourquoi? Parce que vous avez tout truqué. Vous avez faussé les résultats de la sérologie et de la biopsie. Donc même un vétérinaire qui va vous envoyer vers un laboratoire pour faire une batterie de tests, votre batterie de tests, elle est faussée. Rappelez-vous, j'avais acheté une panachée brune l'année dernière, c'était pour la chaîne, pour vous montrer comment soigner la coccidiose et la mégabactériose. Et avant de faire quoi que ce soit comme traitement, j'ai commencé par la série, je l'avais laissé pendant 2 semaines, donc vitamines, eau, graines, pâté. Au bout de 2 semaines, je lui ai donné du charbon actif, si elle avait pris des médicaments chez l'ancien éleveur ou quoi que ce soit, le charbon actif va absorber tout le reste des médicaments, tout le reste des vitamines. Ça veut dire, lui, il va enlever les dernières molécules. Et après, vous faites votre analyse, votre batterie de tests auprès du laboratoire, parce que tous les vétérinaires n'ont pas un laboratoire dans leur centre. Et là, vous pouvez analyser avec votre vétérinaire. Vous pouvez regarder les taux. C'est pas, encore une fois, c'est pas le fait qu'il y a une bactérie qui va poser problème, c'est le nombre, le pourcentage de bactéries ou la densité de la bactérie. Et donc, c'est comme ça. Donc, c'est normal que les gens me disent, moi, j'ai de la mégabactérie. C'est normal, moi, j'ai des ocytes de coccidiose. Moi, j'ai de la toxoplasmose. C'est tout à fait normal. Tous les oiseaux, ils ont ça. Mais c'est leur pourcentage, leur densité qui pose problème. Donc, les laboratoires, ils vont vous donner le bilan avec des pourcentages et le vétérinaire va vous dire, en fait, c'est telle bactérie qui pose problème ou c'est tel parasite qui est en surcroissance. Ça veut dire, c'est lui qui a pris le dessus. Et en fonction de ça. En fait, il y a des gens qui ont commencé déjà à appliquer, en fait, ils ont l'élevage entier qui est concerné, par exemple, par une coccidiose. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont diagnostiqué eux-mêmes les oiseaux ou par des gens qui n'ont pas l'habilité. Ils ont donné du Bicox à tout l'élevage. Déjà, le Bicox, on le donne 2-3 jours grand maximum. Eux, ils l'ont donné pendant 10 jours parce que ça ne soignait pas alors que c'était vraiment de la coccidiose. Après, ils m'ont contacté pour me dire qu'est-ce qu'on fait. Le premier truc que j'ai fait, vous allez chez le laboratoire, vous faites une analyse. L'analyse était vierge. Ils ont tout tué avec le Bicox. Mais le problème, c'est que quand il s'agit de la toxoplasmose, qui va surtout attaquer les organes et elle va finir dans le sang, des fois même dans le cerveau, en fait, vous truquez les résultats d'une analyse que s'il n'y avait pas ce produit-là. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être supprimé une partie qui est dans l'autopsie, mais vous n'avez pas supprimé une partie qui est dans le sang parce que les analyses, soit ils vont les faire sur les sangs, c'est des sérologies, soit ils vont faire sur les fientes, soit ils vont faire sur les plumes, soit ils vont carrément faire, si vous ramenez un oiseau, le meilleur diagnostic, c'est que vous ramenez un oiseau malade, vous ne traitez pas votre élevage. Si vous perdez 3, tant pis, si vous perdez 4, tant pis, mais dès que vous avez le premier mort, vous ramenez le cadavre au laboratoire. Sans traitement, ils vous font la liste, ils ont une liste standard à faire, ils vont faire la coccidiose, la mégabactérie. Dans la coccidiose, il y a plusieurs familles, les E. coli, la salmonelle, enfin bref, tout ça. Et vous allez chez le vétérinaire qui va vous interpréter quelle pathologie exactement pose le problème. Des fois, vous avez 2 pathologies. D'accord? Donc, quand il y a un seul oiseau, on peut jouer au chat et à la souris. On va essayer un traitement, un deuxième, un troisième. Et puis, la plupart du temps, c'est bon. Mais quand il s'agit d'un élevage entier de chardonnerets, les amis, vous ne pouvez pas vous permettre de jouer à la devinette avec les maladies. Vous risquez de perdre votre élevage. Et ne traitez pas tout votre élevage. Vous laissez au moins un lièvre, un oiseau qui n'est pas traité. Vous allez isoler un oiseau. Je pense que les gens qui sont concernés, ils ont finalement compris, ils m'ont donné raison. Quand vous avez un élevage que vous voulez absolument le sauver, que vous ne trouvez pas un vétérinaire aviaire, vous isolez 1 ou 2 sujets à part, sans traitement. Vous leur donnez surtout de la pâtée, les graines, les mélanges aussi. Il ne faut pas les mettre à la piste, sinon ils vont mourir.
la pâtée, mais c'est ces deux-là sur lesquels vous allez faire des autopsies ou vous allez faire des analyses. Et l'élevage, il va attendre. Soit vous le traitez, si vous êtes vraiment un patient, vous le traitez tout de suite. Mais la plupart du temps, ça ne va pas marcher parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de traiter. Mais ne traitez pas tous les élevages parce qu'après, ça sera impossible de connaître la cause de cette maladie ou cette infection de tout l'élevage. Donc ça je m'adresse aux gens qui, vous êtes au moins 3 personnes, une personne en Belgique, une personne en Tunisie et une personne au Maroc. Donc voilà, c'est des gens qui ont des mutations. J'ai vu beaucoup de mutations chez eux et j'étais surpris d'ailleurs. Et donc du coup, ils sont tombés dans ce piège-là où ils voulaient faire du bien et donc du coup, ils ont beaucoup traité. Mais une fois qu'ils ont fait les analyses, c'est trop tard. Là, en fait, ils ont tout effacé. Mais le problème, il va revenir parce que dans le foie c'est le meilleur incubateur. Donc le foie, il va refouler la maladie, le sang va refouler la maladie et ça va revenir. C'est ce qu'on appelle la rechute. Donc les gens, ils se demandent ce que c'est une rechute. Une rechute, c'est que vous avez stérilisé le tube digestif, mais n'oubliez pas qu'il y a certains parasites qui se sont frayés des chemins via les veines dans le sang, d'autres dans le foie, des fois ça remonte jusqu'au cerveau comme la toxoplasmose, et après il va y avoir des rechutes. Ça veut dire le foie il va refouler ça, le sang il va refouler ça, et on voit encore le phénomène qui revient dans le système digestif. Donc les amis, je suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, je suis juste en train de vous expliquer des erreurs à éviter. Il y a il y a deux types d'apprentissage. Il y a le premier apprentissage, on apprend de nos erreurs. Donc ça nous a coûté quelque chose. On a appris, mais ça nous a coûté 3 oiseaux, 10 oiseaux, etc. Il y a le type d'apprentissage qui est plus intelligent. Lui, il va écouter les problèmes des autres et il va en profiter. Et j'espère, les amis, que vous prenez bien ces vidéos réponses aux abonnés comme étant en fait on se partage autour de la communauté les problèmes des autres pour en bénéficier et pour pas refaire les mêmes erreurs. La veine noire, donc voilà, donc il y a beaucoup aussi d'éleveurs qui m'appellent pour me dire mon oiseau il a la coccidiose, comment vous avez fait des analyses? Non, mais je vois qu'il a la veine noire. Bon, les amis, la veine noire, on va faire un chapitre, une vidéo spéciale de la veine noire. Je vous ai expliqué que la veine noire n'existe pas. La couleur sombre vient du sang, donc les vaisseaux sanguins qui vont venir vers le système digestif et plus particulièrement en fait le sécom, ce qu'on appelle les sécoms. Donc le tube digestif, il commence par le duodénum, par le jejunum, et il va finir par le rectum. Au niveau du rectum, il y a une bifurcation avec 2 sécoms. C'est comme ça, ne posez pas de questions. Nous, on a un sécom chez les humains, mais c'est une espèce d'une impasse. C'est le bout du gros côlon. En fait, à la fin du côlon, on a un sécom qui va faire des traitements spéciaux. Il va surtout digérer. Il va sucer les liquides. Il va digérer tout ce qui est cellulose, donc toutes les plantes et les fruits, les légumes qu'on mange. Et les oiseaux, ils n'ont pas ça comme étant une impasse. Ils ont une bifurcation avec 2 routes qui mènent nulle part. Voilà, donc c'est pas les testicules, parce que quand j'expliquais à quelqu'un qui connaît un minimum l'anatomie des oiseaux, il m'a dit ça c'était les testicules. Non, les testicules ils sont derrière, les testicules des oiseaux ils sont derrière le système digestif. Moi je vous parle des sécoms ce sont 2 trempes qui font partie en fait du côlon. Donc dans le côlon il va y avoir des bactéries, dans les sécoms il y a une flore intestinale spécifique encore une fois qui va surtout traiter les celluloses, elle va sucer les liquides. C'est pour ça les fientes des oiseaux en temps normal elles ne sont pas liquides parce que ce liquide là a été sucé par le tube digestif. Le temps que la fiente elle arrive jusqu'au cloaque, en fait la fiente elle est un peu consistante, elle n'est pas tout à fait liquide. Quand c'est liquide, c'est que le tube digestif n'a pas fait son rôle de sucer les liquides. Et donc ces 2 trempes là qui sont collées sur le rectum, ils vont s'assombrir parce qu'il y a une infection. Donc, comme je vous ai parlé pendant la vidéo de la flore intestinale, à un moment donné, quand il y a des infections dans le tube digestif et que le système immunitaire spécial tube digestif ne sait plus gérer la situation, il va faire appeler à un système, à ses collègues
système immunitaire toujours, qui vont venir via les sangs, les veines sanguines. Et quand le sang il circule vite à gros débit, ça va faire assombrir en fait cette zone-là qu'on appelle le sécum, et qui est une partie en fait du système du tube digestif, plus exactement du rectum. Donc les amis, juste ne mélangez pas, ne pensez pas, j'avais déjà fait une vidéo sur la coccidiose, j'avais corrigé ça. Le noir ou le bleu ou le rouge que vous voyez, la petite veine, déjà c'est pas une veine, ce sont plusieurs veines qui viennent l'assombrir, mais c'est un tube digestif, c'est comme, c'est des tripes en fait, mais qui ne mènent nulle part. Je vais essayer de vous mettre une photo pour que vous les voyez. Et ces deux routes qui ne mènent nulle part, en fait, elles ont une fonction spéciale avec une flore intestinale spéciale. Elles ont une sorte de bactérie qui va aider la liposuction des liquides par les parois des intestins et qui va aussi dégrader toutes les cellules vivantes. La cellulose, ça vient de cellules. Qu'est-ce que l'oiseau il mange sous forme de cellules? Les fruits, les légumes, les plantes. Voilà, parce que tout le reste, ce ne sont pas vraiment des cellules. Donc voilà les amis, on fera quand même une vidéo plus tard de cette partie-là plus détaillée. Je vais vous parler aussi des bactéries, la flore intestinale spéciale. Comme je vous ai expliqué, les flores intestinales sont différentes. Le duodénum, il a une composition de flore intestinale. Le jejunum, il a une autre composition de flore intestinale. D'où la salmonelle, les différents types de salmonelle qui sont un peu partout. Et la flore intestinale aussi, elle est spéciale sur les sécom, les amis. Donc ensuite, oui, en parlant en fait de ces amis abonnés qui m'ont contacté parce qu'ils avaient des maladies, je me suis rendu compte et j'étais surpris qu'il y avait des éleveurs de mutations, enfin c'était des gros élevages quand même, au Maroc et en Tunisie. Donc je ne savais pas qu'il y avait tant de mutations là-bas, mais enfin, c'est tout à fait... je suis content en fait pour ces gens-là. Par contre, quand je leur ai demandé comment ils ont fait venir les mutations, avant en fait on envoyait des œufs fécondés, mais bon, une fois sur 10 ça arrivait, l'œuf avec les secousses machin, les cordons Chazal ils ont pété et l'œuf n'est plus viable une fois arrivé avec le transport voiture ou quoi que ce soit. Donc les œufs fécondés ils peuvent rester jusqu'à 10 à 11 jours avant l'incubation sans qu'ils tournent. Par contre, il ne faut pas les vibrer et cette condition n'était pas souvent respectée. Pendant les transports des œufs de mutation jusqu'au pays, il y en a même qui ont pris des œufs au Canada et d'autres qui ont pris des œufs à la Réunion, vers la Réunion. Par contre, j'étais surpris qu'on me dise qu'ils sont venus dans des voitures, donc des oiseaux mutation qui viennent d'Europe vers le Maghreb en voiture. Les amis, il faut juste que je vous rappelle que la variole n'existait pas au Maghreb. Et c'est à cause des oiseaux d'ici que la variole s'est transmise là-bas. C'est pareil, il y a beaucoup de maladies, la liste elle est longue, je peux vous donner tant de maladies, de virus, de phénomènes qu'au Maghreb il n'y en avait pas avec les parvas, avec les légans. Et en faisant rentrer des canaris de posture, de couleur d'Europe, en évitant, contournant le système et la législation, on a fait rentrer du risque dans les élevages. Il y a des éleveurs, ils n'ont rien demandé, ils ont leurs oiseaux, ils ont été contaminés par des oiseaux européens. Donc n'oubliez pas qu'il y a une règle pour transporter, importer et exporter des oiseaux, il faut passer par des professionnels. Il y a un Tunisien qui était venu chez moi en 2019, il avait tout fait en règle, il a fait des passeports avec mes oiseaux, il avait acheté à l'aéroport des cages spéciales pour les oiseaux, il avait réussi à ramener à son frère des oiseaux parce que voilà, son frère était un amoureux des oiseaux, lui il était chef d'entreprise à Paris, il était venu chez moi en 2019, il avait pris un brun pastel, un tête blanche, un Isabelle tête blanche et un opale tête blanche. Et je lui ai expliqué, j'ai dit écoute, si tu veux les ramener en Tunisie, fais attention, ils peuvent porter des virus ou même moi je ne connais pas, tu risques d'infecter en fait l'élevage de ton frère. Donc il s'est renseigné, il a été au vétérinaire, il a fait les vaccins qu'il fallait, il a même eu des passeports, il est parti à l'aéroport, il a acheté des cages ou loué des cages de transport spéciales. Il m'avait contacté après son retour, 1 mois et demi ou 2 mois de Tunisie. Il m'avait expliqué que ça s'est bien passé, son frère était super content, un truc comme ça. Par contre, les gens que j'ai aidés, que je n'ai pas pointé, eux, ils ont fait venir des oiseaux en voiture clandestinement. Les amis, je veux juste vous ouvrir les yeux.
méfiez-vous, des oiseaux qui viennent d'Europe, qui n'ont pas respecté la législation et les règles de l'importation et exportation, représentent un gros danger pour les élevages dans votre pays. Vous pouvez faire rentrer des virus comme la variole à l'époque, vous pouvez faire rentrer n'importe quelle maladie dans votre pays inconsciemment. Donc juste, voilà, si moi je comprends qu'on veut tous des mutations, mais essayez de contacter des professionnels, contactez Peter du site Cardinal Rouge, Banni aussi. Eux, ils peuvent vous indiquer les démarches, ils peuvent peut-être même s'en occuper, s'occuper de cette partie paperasse, vaccination, machin, etc. Donc voilà, les amis, je vais revenir, on a dépassé de 5 minutes, mais bon, je vais revenir sur les dimmers. Il y a toujours des gens qui me disent, moi le dimmer mécanique ne fonctionne pas top, machin. Les amis, en fouillant dans mes parties d'aquarium, j'ai trouvé ces programmeurs, en fait ce sont des dimmers mais basiques, pour les éclairages d'aquarium. Ça coûte 15 €. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez trouver des programmeurs aquarium, éclairage aquarium. Là, hop, il y a une entrée d'un côté. Ici, il y a une entrée de chargeur, des LED. Et on récupère ici la sortie. Je vais vous faire une démonstration. Hop. Donc comme quoi les solutions, c'est pas ce qui manque. Donc ici, j'ai le chargeur de la LED. Ici, j'ai le chargeur de la LED, j'ai la LED. Je mets le chargeur, les LED, elles s'allument. Donc vous voyez, par contre, je ne sais ni allumer, ni éteindre, ni programmer. Il faut que je mette une machine au milieu. Et la machine au milieu qui va gérer ça, c'est bien ça. Donc je vais brancher mon chargeur dans une extrémité. Et dans l'autre extrémité, je vais mettre ma LED. Donc vous voyez que il s'est mis en plein milieu entre le chargeur et les LED. Après, c'est à moi de gérer. Donc là, c'est éteint. J'appuie, je vais vous montrer là. J'appuie sur allumer, elles vont s'allumer. J'appuie sur éteindre, elles vont s'éteindre. Et si vous regardez, vous avez un bouton réglage. Voilà, où vous pouvez régler les heures et la minuterie. C'est-à-dire, si vous voulez que l'éclairage soit allumé 9 heures par jour, bah, vous mettez 9 heures par jour. Voilà, après la semaine d'après, c'est 9h30. 9h30 toutes les semaines, vous augmentez de 30 minutes, les amis. Donc voilà un type de programmeur qui coûte que 15 €. Donc moi, j'avais ça. Des fois, je vous ai dit que j'essaie de réfléchir avec le matériel de l'aquariophilie pour essayer de l'adapter, comme le chauffage par exemple. Le chauffage, c'est une technique de l'aquarium que j'ai mis dans ma salle d'élevage. Moi, j'en ai pas. Moi, je continue à travailler avec des programmeurs mécaniques dans ma salle d'élevage. Mais bon, je vous partage aussi. Au lieu de mettre de l'argent dans des programmeurs qui coûtent 25 €, machin, vous avez ça qui coûte moins cher. Donc, c'est des simples programmeurs, voilà, qui vont se mettre entre le chargeur et la source lumineuse. Et par contre, vous avez des programmes pour gérer correctement. Dernier sujet, les amis, il s'agit des gens qui mélangent toujours entre la bactérie, le parasite et les virus. Les amis, les plus gros dégâts chez les oiseaux, ils sont causés par les parasites. N'importe quel vétérinaire va vous dire ça. Une bactérie, il faut du temps pour qu'elle fasse des dégâts. Un parasite, dès le premier jour, il va abîmer l'oiseau. Pourquoi? Parce qu'un parasite, il a besoin, comme le nom l'indique, il va parasiter quelque chose qui est vivant. Donc un parasite, une coccidiose, quand elle va rentrer, elle va directement aller dans les cellules du segment haut du duodénum, c'est-à-dire la sortie du gésier. Elle va aller rentrer dans les cellules pour se reproduire. Et en faisant ça, elle va éclater les cellules. Et ces cellules-là, elles sont importantes non que pour la digestion, mais aussi pour le système immunitaire. Donc c'est la communication entre le système immunitaire et le système digestif. Donc là, les parasites, ils sont plus dangereux parce que dès la première reproduction, ils ont fait éclater des cellules, en fait des organes, parce qu'ils ont besoin
des cellules humaines ou des oiseaux vivantes pour qu'ils puissent se reproduire. Une bactérie, non. Dans la vidéo de la flore intestinale, je vous ai expliqué que la bactérie, elle a un patrimoine génétique. Elle va se diviser en 2, en 4, en 8, etc. Il lui faut quoi? Il lui faut juste de la chaleur, la température. Donc, c'est une température entre 30, même entre 20 et 35, 36, 37 degrés, c'est bon. Il lui faut de l'humidité et il lui faut de quoi manger, nutrition dans son entourage. Et elle n'abîmera pas direct. À quel moment elle va abîmer l'organe? C'est quand il n'y a rien à manger dans son milieu. Là, elle va s'attaquer aux cellules pour trouver les nutritions dans le sang. Donc c'est pour ça qu'elle va déboucher dans le sang. Une bactérie, elle peut rester dans le système digestif tant qu'il y a de la nourriture qui arrive. Mais quand l'oiseau il arrête de s'alimenter, la bactérie elle a besoin de manger. Mais elle ne va pas manger la chair, elle ne va pas manger la muqueuse. Elle va s'effrayer un chemin dans le sang pour choper ce qui est dans le sang comme vitamines, comme globules, etc. Et c'est comme ça qu'elle va finir dans le foie, du foie vers le rein, du rein vers les poumons, des poumons vers le cerveau, et elle va se balader dans le sang parce que dans le sang, il y a ces nutritions. Un virus, comme un parasite, ils ont besoin d'un vivant. Ils ont besoin des cellules vivantes et ils vont rentrer dans les cellules vivantes pour se reproduire. C'est pour ça un virus ou un parasite, suivant n'importe quel vétérinaire, ils sont plus dangereux, il ne faut pas attendre. Parce que quand vous attendez, ça se transforme en la toxoplasmose et c'est compliqué de supprimer la toxoplasmose quand elle est dans le sang, quand elle est dans le foie. Un virus ou un parasite qui affecte le foie, c'est très difficile de le soigner. Parce que voilà, il va revenir à chaque fois. Il va revenir via la bile ou il va revenir via le sang. Le foie, il a un double rôle. Et il va purifier le sang, donc il communique avec le sang. Et il va aussi aider la digestion parce qu'il va déverser la bile dans les intestins. Donc les amis, voilà, donc s'il y a quelque chose à craindre, c'est plutôt le parasite, il ne faut pas trop attendre. La coccidiose par exemple, il faut la soigner le plus rapidement possible parce que sinon elle va abîmer dès son premier jour, dès la première reproduction des protozoaires dans le système digestif, ils ont abîmé déjà des premières cellules. Alors qu'une bactérie, non, elle peut se diviser mais sans toucher les autres cellules. Bon les amis, 42 minutes, bon... J'espère juste que les sujets sont intéressants pour vous. La vidéo elle a été un peu longue. Prochaine vidéo, donc la question d'aujourd'hui les amis, est-ce que vous avez commencé votre préparation ou pas? 3 réponses. Est-ce que vous êtes comme moi sur un mois de purification? Deuxième réponse, est-ce que vous avez commencé la préparation, donc avec le Fertivit ou le Necton? Ou troisième réponse, non, pas encore. Donc, est-ce que toi qui regardes la vidéo, est-ce que tu as commencé la préparation de tes oiseaux? Réponse A, oui, purification. Réponse 2, oui, préparation avec la vitamine E, le Necton E ou le Fertivit. Et réponse 3, non, pas encore. Donc, les amis, c'était Canaries du 28. Je vous dis que le prochain sujet, ça va être en fait le déballage de certains produits pour la préparation de février et la reproduction. Donc oui, j'ai fait mes courses et j'ai un gros message à vous faire passer lors de la prochaine vidéo, c'est même une alerte. Donc je vous déballerai ce que j'ai acheté, je vous expliquerai mon histoire avec les sites internet qu'on connaît tous, Quality Bird, Honey Bird et Animalis. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée et je vais surtout vous parler d'une alerte que j'ai lancée en fait dans le groupe des badgés, des abonnés badgés, histoire de laisser un peu quelques jours, 2-3 jours et vous en parler directement sur cette chaîne-là. Les amis, c'était Canaries du 28, je vous souhaite un bon visionnage, je vous dis à la prochaine.